Bienvenue à tous dans Le Temps Mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question un brin provocatrice, mais que beaucoup de personnes se posent. Mike D'Antoni, génie incompris ou savant fou? Bon, comme vous le savez, 7 secondes ou moins ne suffiront pas pour répondre à cette question. Du coup, on ne perd pas de temps, let's go! Comme souvent, la nouvelle est venue d'Adrian Wojnarowski, le Woj pour les intimes, l'insider NBA le mieux informé de toute la ligue. Mike D'Antoni, le head coach des Rockets depuis maintenant 4 ans, ne prolongera pas son contrat. De ce fait, il deviendra free agent d'ici quelques semaines. On savait d'Anthony sur la sellette depuis plusieurs mois déjà. Pourtant, de récentes rumeurs laissaient entendre que Daryl Morey avait pour priorité de re-signer le stratège américano-italien. La défaite cinglante en demi-finale de conférence contre les Lakers et surtout l'attitude résignée des fusées dès le Game 3 a certainement dû être le point de non-retour. La fin d'une des collaborations les plus clivantes de l'histoire. C'est simple, le système d'Anthony, on l'adore ou on le déteste. Certains parlent d'avant-gardisme, d'autres d'insultes à la sacro-sainte balle orange. De quoi faire couler beaucoup d'encre. Essayons de dépassionner le débat. Quels sont les points forts de Mike D'Antoni? Quelles sont ses limites? Mais avant d'y répondre, il faut tenter de décrypter le système d'Anthony. Quelles sont ses origines, son évolution, ses grands principes? Allez, on s'y colle. Le système d'Anthony, c'est quoi? Mike D'Antoni est né le 8 mai 51 à Mullens, en Virginie-Occidentale. Issu de l'immigration italienne, comme son nom laisse l'entendre, il dispose de la double nationalité. On le sait peu aujourd'hui, mais avant d'embrasser la carrière d'entraîneur, le stratège a lui-même usé ses sneakers sur les parquets, et ce, des deux côtés de l'Atlantique, pendant plus de 3 décennies. Drafté en NBA en 1973, il exécute une dernière pige du côté de la ABA en 1976, avant d'effectuer un retour aux sources en rejoignant l'Olympia Milan. Il y restera 13 ans et portera même le jersey Gli Azzurri à 5 reprises. Joueur parmi tant d'autres en Amérique, il devient une légende vivante sur le vieux continent. Surtout en Italie, où il est considéré comme le meilleur meneur du XXe siècle en Lega. Avec Milan, il glane 2 Euroleague, 5 championnats et 2 Coupes d'Italie. Quand on vous dit que ce type ne rigole pas. La preuve, dès sa retraite sportive en 1990, il prend les rênes de son équipe de toujours. D'abord coach traditionnel, il développe peu à peu le système qui le rendra célèbre. 4 ans plus tard, il entraîne le Benetton Trévise, un autre club historique de Lega. Ses très bons résultats, notamment à l'échelle continentale, attirent l'attention des franchises NBA. Les Nuggets lui offrent une place dans leur coaching staff, avant de carrément l'installer sur leur banc. Cette première expérience à la tête d'une équipe NBA s'avère peu concluante et D'Antoni est remercié par sa direction au bout d'une petite saison. Par la suite, il enchaîne les petits jobs en NBA, avant de revenir à Trévise où il décroche un titre de champion d'Italie. C'est à cette époque qu'il tape dans l'œil du célèbre Jerry Colangelo. Le businessman décide de le rapatrier dans l'Arizona. Quelque temps plus tard, Mike se voit offrir une deuxième chance de briller au plus haut niveau. Dès sa première saison chez les Suns, il met en place un système de run and gun très inspiré du fameux Run TMC de Don Nelson. Le principe? Favoriser la contre-attaque, courir vite et prendre rapidement un tir pour éviter que l'équipe adverse ne dispose d'assez de temps pour se replier. Un up-tempo assumé et une philosophie de jeu ultra offensive qu'il ne cessera de développer par la suite. La bascule a lieu à l'intersaison 2004, quand Steve Nash fait son grand retour aux Suns. Pendant 4 ans, D'Antoni va utiliser les incroyables capacités de passe et de tir de son meneur pour monter l'un des shows les plus impressionnants des années 2000. Mais concrètement, la méthode d'Antoni, c'est quoi? Essayons de déterminer quelques principes essentiels. D'abord, c'est une rotation serrée, même en saison régulière. Rarement plus de 8 joueurs. Contrairement à des coachs, comme Greg Popovich par exemple, il préfère solliciter ses stars à chaque match et ne carrément pas donner de minutes aux joueurs de bout de banc. Exemple le plus frappant. Entre 2004 et 2007, Shawn Marion ne loupe qu'un seul match de régulière et joue 38 minutes en moyenne. À titre de comparaison, à la même époque, Tim Duncan n'en joue que 34, ce qui reste un très gros temps de jeu, mais pour environ 10 rencontres de moins. Pour entrer dans la rotation de coach D'Antoni, il faut donc être en très bonne condition physique. Vous ne me croyez pas? Sur la saison 2005-2006,
un starter des Mavericks jouait en moyenne 29 minutes par match en saison régulière contre 35 pour un titulaire des Suns. Vous imaginez bien que cette tendance ne fait que se renforcer en play-off, passant à une moyenne de presque 40 minutes. Un autre point très important est celui de la polyvalence. Pour schématiser, la grande équipe des Suns était composée d'un meneur, Steve Nash, d'un intérieur dominant, Amar'e Stoudemire, et de swingmen capables de switcher entre eux. Raja Bell, Joe Johnson, Shawn Marion, Boris Dio et Leandro Barbosa, qui en plus pouvaient suppléer Nash à la création. Dans cette liste de joueurs, peu dépassent les 2 mètres. Déjà à l'époque, D'Antoni est un partisan du small ball. Si on reste sur cette fameuse saison 2005-2006, les 5 joueurs les plus utilisés de l'effectif mesurent en moyenne 1,96 m, contre 2 mètres pour les Spurs ou les Mavs, leurs principaux rivaux à l'ouest. Un pur small ball qui est complètement à l'opposé de ce qui se fait à l'époque où les big men ont encore un rôle central. D'ailleurs, ce n'est pas le seul domaine dans lequel le coach à la moustache se montre avant-gardiste. Entre 2004 et 2007, les Suns sont l'équipe avec la pace la plus importante. C'est également l'équipe qui score le plus chaque année. Une philosophie à contre-courant des coachs de l'époque. Par exemple, les Spurs ou les Pistons, des équipes championnes sur cette période, optent pour un basket plus lent, plus méthodique, rugueux défensivement, du demi-terrain pur et dur. Donc, si on résume, les Suns vont vite, très vite. D'Antoni théorise même une nouvelle version du run and gun, le 7 seconds or less. Traduisez, 7 secondes ou moins. En gros, tirer dès que possible, monter la balle très rapidement en contre-attaque et prendre le premier tir ouvert, même s'il est en première intention, de manière à ce que la défense adverse n'ait pas le temps de se replier. Pour le justifier, D'Antoni s'appuie sur des stats qui montrent que les tirs en début de possession ont une probabilité plus importante de faire mouche. Peu importe si cela peut avoir l'air d'un mauvais shoot ou un tir précipité, parce que s'il est répété sur un volume assez conséquent, il finira en théorie par être statistiquement plus rentable. D'où l'intérêt d'avoir une pace très élevée. Vous suivez ? Vu qu'on vous parle de run and gun et d'optimisation de tir, il nous manque encore un élément. Vous l'avez ? Eh oui, c'est bien ça, le tir à 3 points. Restons sur cette période entre 2004 et 2007. Comparé à aujourd'hui, le tir longue distance est à cette époque une arme secondaire, réservée à quelques spécialistes. Sur la saison 2004-2005, un peu moins de 16 tirs étaient tentés en moyenne par match. Cette année, c'est plus du double. Pourquoi ? Parce que tenter des paniers à 3 points, en particulier depuis les coins, permet de s'assurer 20 à 35% de chances supplémentaires de remporter une partie si l'on se base sur les calculs de facteurs de victoire. Pour schématiser très vulgairement, sur 100 possessions, il est plus rentable de tirer 103 points à 35% que 100 tirs à mi-distance à 45%. C'est pourquoi, sur cette période, les Suns demeurent l'équipe qui tente le plus de 3 points par match, et largement même presque 70% de plus que la moyenne. Il faut dire qu'avoir des snipers aussi précis que Steve Nash, ça aide. On parle tout de même d'un joueur à 40% en carrière. Tout ceci, couplé à une utilisation très importante du pick and roll, fait dire à ses détracteurs qu'il n'existe pas de système D'Antoni à proprement parler, mais qu'il s'agit plutôt d'une méthode. Pour ça, on vous laisse seul juge. Après une énième élimination au play-off, le coach à la moustache quitte l'Arizona pour New York. Arrivé aux Knicks, tout ne se passe pas comme prévu. L'effectif n'est pas au niveau. Il faut attendre l'arrivée de son ancien joueur, Amar'e Stoudemire, pour que la sauce prenne. Cela ne dure qu'un temps. Peu après, la franchise récupère Carmelo Anthony. D'emblée, Melo n'adhère pas à la philosophie de jeu prônée par D'Antoni. Les Knicks retrouvent les playoffs, mais ne brillent pas. Lassé du comportement de sa star, il démissionne en cours de saison 2011-2012. À l'intersaison, il rejoint Steve Nash aux Lakers. Malgré un effectif bien garni, Kobe, Howard, Gasol, Metta World Peace et Antoine Jamison, l'expérience est une catastrophe. D'Antoni ne parvient pas à faire l'unanimité dans le vestiaire et se met rapidement à dos des cadres comme Pau Gasol. Vieillissant, son roster ne fit pas avec son système très exigeant en cardio et le manque de sniper se fait rapidement ressentir. L'équipe prend l'eau en défense et après 2 très mauvaises saisons, D'Antoni démissionne. On en vient à la période que vous connaissez tous, la deuxième équipe vraiment marquante dans sa carrière, les Rockets. En signant à Houston à l'intersaison 2016,
le stratège se trouve un nouveau maître à jouer en la personne de James Harden. Sous ses ordres, le barbu va comme Steve Nash décrocher le titre de MVP. Entre-temps, une révolution a secoué la ligue. D'Antoni voit en ses Warriors version 2014-2016 les dignes héritiers de son basketball. De son côté, Kerr n'est pas très à l'aise avec la filiation supposée. D'accord, ils partagent la même vision du tir à 3 points. Mais ça s'arrête là. D'Antoni s'en moque. Il en est maintenant persuadé. Son système marche. Mais pour ça, il faut le pousser encore plus loin. Daryl Morey, le GM de l'équipe, lui donne carte blanche. En peu de temps, D'Antoni réussit à installer son système. Il remporte même son deuxième titre d'entraîneur de l'année en 2017. L'Italo-américain bannit définitivement le tir à mi-distance de son jeu. Ses joueurs n'ont plus le choix. Soit ils shootent à 3 points, soit ils vont au lay-up, ou à défaut, essaient au moins d'obtenir des lancers. Vous vous souvenez des Suns ? Les Rockets poussent le système encore plus loin. Plus que jamais, Houston donne tout pour l'attaque. Chaque année, ils sont, et de loin, l'équipe qui tente le plus de 3 points par match, sans pour autant avoir les meilleurs pourcentages. La pace, au départ très haute, lors de sa première saison, baisse drastiquement avec l'arrivée de CP3 pour remonter et atteindre des sommets avec son départ et l'intégration de Westbrook. On ne parle plus de 7 seconds or less, mais de 6 seconds or less. D'Antoni pousse même le small ball dans des proportions encore jamais vues. En tradant Clint Capella en 2020, l'équipe se sépare de son dernier intérieur vraiment utilisé en rotation. La taille moyenne des titulaires baisse à 1m95, du jamais vu. Seul Robert Covington dépasse à peine les 2 mètres. En attaque, l'ensemble des 5 joueurs passe la majeure partie de son temps derrière l'arc de manière à libérer de l'espace pour les pénétrations de Westbrook et d'Harden. D'ailleurs, D'Antoni ajoute une grosse dose d'isolation à son jeu. Harden a carte blanche, des step back en veux-tu, en voilà. Mais vous le savez, malgré ça, les Rockets n'ont pas réussi à remporter le titre. Maintenant que l'on a bien expliqué ce qu'est le Mike D'Antoni Basketball, il est temps d'en exposer ses points forts et ses limites. Ses points forts. Bon, si vous avez bien suivi la vidéo jusque-là, pas besoin de vous faire un dessin. L'attaque est clairement son plus gros point fort. Ces 4 dernières années, Houston avait l'attaque la plus productive de NBA, inscrivant systématiquement plus de 110 points par match en moyenne. Une véritable machine à scorer. D'une certaine manière, on peut dire que sa méthode a plutôt bien fonctionné, en saison régulière tout du moins. Les Rockets se sont toujours qualifiés pour les playoffs, avec l'avantage du terrain. De manière générale, Mike D'Antoni est un coach victorieux. Plus de 55% de victoires en carrière. C'est plus que la légende Lenny Wilkens par exemple. Si on ne prend que les saisons aux Suns et aux Rockets, où il a vraiment eu l'occasion d'installer sa méthode, cela monte même à 65,5%. En 16 saisons sur un banc NBA, il est parvenu à qualifier son équipe à 10 reprises en playoff, dont 9 fois dans la terrible conférence Ouest. Ce n'est pas donné à tout le monde. Au-delà de ses résultats sportifs, et comme mentionné plus tôt, Mike D'Antoni est un extraordinaire visionnaire. En avance sur son temps, il a su deviner les tendances avant qu'elles n'apparaissent, et même su les dicter d'une certaine façon. On peut citer le 3 points, le up-tempo, le pick and roll, le small ball. D'accord, il n'a rien inventé, mais il a expérimenté plus que n'importe qui, en poussant ses concepts à l'extrême. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Bon, maintenant qu'on a fait ses éloges, il est temps de relativiser un peu tout ça. Parlons maintenant des limites. Si l'attaque est son point fort ultime, la défense a toujours été son plus gros défaut. Des Suns aux Rockets, en passant par les Knicks et les Lakers, ces équipes ont toujours encaissé beaucoup trop de points et affiché des defensive ratings trop mauvais pour prétendre remporter le titre. On dit souvent que c'est la défense qui permet de gagner des titres. Et c'est vrai. Par exemple, même une équipe ultra offensive comme les Warriors était capable, au moins par séquence, de défendre le plomb. Le jeu de Mike D'Antoni est beaucoup trop exigeant en attaque pour permettre à ses joueurs de défendre à 100%. Il est d'ailleurs intéressant de souligner qu'en 2018, quand son équipe était la plus proche de remporter un titre, sa pace était seulement la 13e plus importante de la ligue contre la 2e en 2020. Le tempo était plus lent et les Rockets avaient un bien meilleur defensive rating,
106 points encaissés toutes les 100 possessions en moyenne, contre 110 aujourd'hui. Ce n'est pas tout. L'Ultra Small Ball, s'il a des avantages en attaque, peut se montrer très pénalisant en défense. Après tout, même si Curry a ouvert une nouvelle ère, le basket reste un sport de grands. Si on prend l'exemple de la série Rockets-Lakers, le manque de taille a vraiment sanctionné Houston au rebond et a notamment permis aux Angelinos de glaner de nombreux rebonds offensifs. Plus globalement, tout miser sur les stats peut avoir un contre-coup. Le Game 7 des finales de Conference Ouest 2018 en est un bon exemple. En manquant 27 tirs à 3 points d'affilée, les Rockets ont laissé passer leur chance en s'obstinant à jouer d'une manière unidimensionnelle. Cependant, le sport n'est pas une science exacte. Trop de paramètres humains entrent en compte et peuvent fausser les calculs les plus précis. D'une certaine façon, c'est l'incertitude qui rend le sport si beau. Pour en revenir à l'obstination, on met le doigt sur le plus gros défaut de Mike D'Antoni. Il s'agit d'un homme qui ne fait pas ou peu de compromis. Le cas Chris Paul est un contre-exemple intéressant, parce que c'est en le laissant jouer à sa manière qu'il a failli atteindre les finales NBA. Partout où il a échoué, New York et Los Angeles, D'Antoni ne disposait pas d'effectifs capables d'exécuter son schéma tactique. S'il n'a pas de joueurs comme Steve Nash ou James Harden, ce qui vous en conviendrait ne court pas les rues, son jeu ne peut pas être développé. Au lieu de s'ajuster, comme a pu le faire Greg Popovich au cours de sa carrière, il a toujours préféré s'entêter. D'Antoni est un extrémiste du basketball. Sa réponse à un échec est d'aller encore plus loin dans ses théories, sans les questionner. Une démarche peu scientifique pour un homme qui aime tant expérimenter. C'est vrai, Mike D'Antoni a ce côté romantique de vouloir mourir avec ses idées. Mais cela ne va-t-il pas jusqu'à l'aveuglement? Finalement, on y arrive enfin. Mike D'Antoni est-il un savant fou ou un génie incompris? Eh bien, un peu des deux. C'est un savant qui aime expérimenter, aller au-delà de ce qui a déjà été fait. Le problème réside dans sa démarche. Il ne cherche qu'à confirmer ses hypothèses de départ, en réfutant tout ce qui pourrait les infirmer. On peut assimiler cette forme d'aveuglement à de la folie. D'un autre côté, même si on n'apprécie pas son style de jeu, on ne peut pas nier son côté génial et avant-gardiste. Après tout, ne dit-on pas qu'il n'y a point de génie sans un grain de folie? Avec D'Antoni, on peut même parler de folie créatrice. Si certains de ses grands principes disparaîtront certainement avec lui, d'autres continuent d'influencer la ligue. À moins d'une profonde remise en question, pas sûr qu'il gagne une bague un jour. Mais, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Mike D'Antoni est un coach qui a marqué l'histoire du basket. Et ça, c'est déjà la plus belle des récompenses. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Temps Mort. On espère qu'on vous aura apporté des réponses sur le cas Mike D'Antoni. Mais nous, on a toujours une question. Russell Westbrook, génie incompris ou savant fou? On espère que vous allez nous donner les bonnes réponses. En attendant, crossez bien et à bientôt.